Aujourd'hui, BTS MEC et ERA se retrouvent au CDI à la rencontre de monsieur Frédéric Huitaneuve. Donc Frédéric Huitaneuve qui était un ancien prof d'SVT au lycée Jules Garnier et aujourd'hui artiste. Cette rencontre fut possible suite à l'initiative de madame Aurélie, documentaliste au lycée Jules Garnier. Et on se retrouve tout de suite pour l'interview. Bonjour à tous, bienvenue au CDI du lycée Jules Garnier, aux élèves donc de BTS MEC ERA, première et deuxième année. Donc votre projet c'est les animaux et nous, et aujourd'hui nous avons la chance de recevoir au CDI un intervenant un peu au parcours particulier, parce que il est sculpteur, mais avant il était enseignant en SVT. Et donc, il a eu cette fibre artistique qui s'est développée pour créer des œuvres et en même temps, toujours avec ce sentiment de le relier à un côté environnemental, un côté nature, recyclage, développement durable, voilà. Donc en fait, nous accueillons aujourd'hui Frédéric Huitaneuve, voilà, qui est venu nous présenter quelques-unes de ses œuvres. On les détaillera un peu tout à l'heure. Hein. Vous aurez le plaisir de découvrir La Petite Souris, Alfred le Pélican, l'Argonaute. Ça me fait super plaisir de revenir ici parce qu'en fait, moi, j'ai été enseignant il y a à peu près 25-30 ans ici pendant 10 ans. Donc j'ai peut-être eu vos parents, on sait jamais, j'étais en SVT là-haut. Donc je suis très heureux d'être avec vous. Et avec plaisir, je réponds à vos questions, si vous en avez préparé, bien sûr. Depuis quand avez-vous commencé à pratiquer votre art ? Alors, ça fait très longtemps que je ramasse des objets, j'en ramasse, j'accumule dans mon jardin. Et donc ça fait bien une vingtaine d'années. Et ça fait vraiment 10 ans que je fais de la sculpture. Quand j'ai commencé à sentir un peu la retraite arriver, je me suis dit c'était le moment de choisir d'autres occupations. Donc les vraies expos, des expos à Nouméa, etc., ça fait à peu près une petite dizaine d'années que j'en fais. Comme il a été évoqué un peu plus tôt, on a appris que vous étiez professeur dans le passé. Oui. Qu'est-ce qui vous a donné envie de choisir une reconversion dans un domaine totalement différent ? Alors, c'est pas forcément une reconversion, c'est plus... quand on est prof, on a une certaine curiosité des choses, donc surtout moi j'étais dans les sciences, donc avec un esprit un peu curieux, et j'ai toujours été curieux de voir ce que je rencontrais, et tous ces objets, ces bouts de bois qui traînaient, ces bouts de ferraille dans les mines, dans les vieilles mines abandonnées, etc. J'ai toujours été curieux de connaître un peu leur histoire. Vous êtes-vous inspiré d'une personne ou un artiste en particulier ? Pas forcément, non. Non, je me suis pas... Il y a beaucoup de gens qui font ça, hein. Je suis pas unique, hein. Vous tapez sur Internet, sculpture, machin, vous allez en trouver, je suis pas quelqu'un d'exceptionnel, hein. Mais non, les choses, voilà. J'ai voulu rester dans le pays, avec des histoires du pays, avec des morceaux de bois du pays. Là, c'est par exemple, lui, on l'appelle Gros Bec, mais en fait, c'est le corbeau calédonien, avec son petit bâton dans le bec. Vous savez l'histoire du corbeau calédonien qui est le plus intelligent de la planète et qui va fouiller, qui fait sortir les petits vers dans les bois. Ben voilà. Donc, je veux rester ici, dans le pays, à raconter des histoires d'ici. Et après, des sculptures comme ça, avec des objets ramassés, il y a beaucoup de gens qui le font. D'où est venue l'idée de ramasser ces déchets pour vous en servir en œuvre, si on peut appeler ça des déchets, en tout cas? Je me suis dit, voilà, c'est l'occasion de redonner, c'est plus de redonner un peu une vie à ces objets qu'on a abandonnés, qu'on a jetés, qu'on a oubliés. Et puis aussi, alors ça c'est plutôt pour les dépotoirs, et j'en rencontre beaucoup, hein, des carcasses de voitures, de toute époque, hein. Ça peut dater aussi de l'époque des mines, 1800, les premières exploitations forestières, etc. Ou plus récemment, hein, je retrouve des vieilles voitures. D'où vient votre inspiration pour créer vos œuvres d'art ? L'inspiration, en fait, elle vient soit directement de l'objet, il me parle, ou soit je le prends et puis un jour, je me dis tiens, parce qu'il a une forme, il a quelque chose, et je me dis tiens, ça va faire quelque chose. Quelle a été votre première œuvre ? Alors, ma première œuvre, ça a été je m'en souviens bien, parce que celle-là, elle est partie dans une expo, c'était Monsieur Prony. Ça date il y a je dirais peut-être une quinzaine d'années.
Je sais pas si vous connaissez Prony. Hein. À Prony, il y a énormément de sites où il y a eu deux types d'exploitation, soit forestière, soit minière, hein, avec l'exploitation du nickel ou du chrome. Et j'avais ramassé un vieux morceau de chêne-gomme qui venait de l'exploitation forestière, et puis il y avait des gros boulons qui venaient de l'exploitation minière. Et j'avais fait un monsieur qui s'appelait Monsieur Prony, et voilà. Il était tout simple, tout sobre, et ça a été le point de départ. Pourquoi réalisez-vous des animaux? Déjà, j'étais prof de SVT, et donc j'ai une affection particulière pour tout ce qui est le monde animal et végétal. Et donc j'essaye toujours un petit peu de me rapprocher du monde pour lequel j'ai travaillé pendant des années, quoi, le monde animal, végétal. Est-ce que votre ancien métier de professeur d'SVT joue sur votre imagination? Oui, tout à fait, parce que j'ai toujours, de par les études, hein, on a été obligé quand même d'étudier pas mal de choses, et c'est la curiosité qui a fait avancer tout ça, quoi. La curiosité, c'est ce qui a permis de construire, de s'intéresser aux choses, etc. Et là, comme je disais tout à l'heure, ma curiosité, elle dévie un petit peu sur un domaine que je connaissais absolument pas. C'est tout ce qui est un peu mécanique et électronique. Je vais sur des petits objets. Le dernier que j'ai fait, c'est un petit robot qui clignote et qui parle. Et voilà, ma curiosité, elle va vers des objets maintenant que je maîtrisais absolument pas. C'est tout ce qui est électronique. Comment arrivez-vous à trouver les noms de vos sculptures? J'essaie toujours d'aller chercher des noms un petit peu amusants, qui réveillent un peu l'imaginaire et qui font rigoler, quoi. Voilà, là vous en avez un exemplaire avec le presse purée spatio-temporel. Bon, voilà, c'est amusant, quoi. Après, j'aime bien quand c'est un peu parlant, quand la sculpture, le nom de la sculpture parle aux gens, parce que c'est le premier contact qu'ils ont avec. Quand je vous dis ça, c'est gros bec, tout de suite, pouf, vous dites, ah oui, c'est un gros bec, quoi. Donc voilà, il faut essayer de trouver le bon nom. Pourquoi avoir choisi le nom Greux pour votre exposition? Alors, Greux, en fait, ça vient même du lycée, parce que ça vient de grenouille. Grenouille. Et les élèves, comme j'étais prof de SVT, tout de suite, dans la tête, c'est les grenouilles. Alors pourquoi les grenouilles? Parce que les grenouilles, on les dissèque. Parce que les grenouilles, quand on est au collège, on regarde les têtards qui grossissent. Les grenouilles, dans la vie d'un prof de SVT, ils sont toujours là. Et donc les élèves, petit à petit, c'était les élèves de Jules Garnier d'ailleurs, à l'époque, hein, donc je vous parle de ça il y a 25-30 ans. Et il m'appelait Monsieur Grenouille. Et j'ai dit, mais non, je suis pas Monsieur Grenouille, je suis Monsieur Greux-Lanouille. Greux-Lanouille. Parce que je me prenais, voilà, on faisait des choses un peu amusantes, tout ça, et donc, voilà. Mon surnom, c'était Greux-Lanouille. Et donc, j'ai gardé le Greux parce que je trouvais que c'était marrant. La nouille, un peu, ouais. Les gens comprennent pas toujours pourquoi, mais pourquoi vous dites que vous êtes une nouille? Donc voilà, voilà, ça vient de là. Ça vient de mon surnom, c'était Greux-Lanouille. C'est juste ça. Ça vient de grenouille, une déformation Greux-Lanouille. Il y avait même un site à l'époque. On avait fait un site, et le site, il s'appelait Greux-Lanouille. Quel message essayez-vous de faire passer à travers vos réalisations artistiques? Le message, c'est peut-être que voilà, on peut trouver à travers la curiosité, on peut trouver des domaines, on peut s'évader un petit peu de notre environnement qui est pas toujours, enfin de notre condition de vie qui est pas toujours amusante. Hein, on connaît l'actualité, etc. Et on peut se retrouver avec soi-même à faire des objets, à faire des jolies choses, à raconter des histoires qui sont plus ou moins jolies. Donc le message, c'est ça, c'est que voilà, se projeter dans un univers un petit peu autre que celui qui est autour de nous, qui est pas toujours parfois réjouissant. Et puis aller dans la nature, quoi. Le message, c'est ça aussi, c'est qu'allez vous balader, regardez les morceaux de bois par terre, et puis dites-vous, oui, peut-être. Il y a plein de légendes dans les tribus, etc. J'ai lu beaucoup de légendes, de Kanak, etc. Les objets ont des histoires. Que ressentez-vous après avoir créé une sculpture? C'est un peu pas une frustration, mais on se dit, est-ce qu'on va pouvoir en faire une autre? C'est ça le truc, est-ce que ça va s'arrêter? Et alors au fond de moi, je me dis, oui, de toute façon, il y aura toujours un morceau de bois qui va ressembler à un truc, quoi. Mais est-ce que l'envie sera toujours là, de raconter, ou je passerai à autre chose? Donc quand on a fini quelque chose, on est content, parce que c'est un aboutissement, mais à la fois, on est un peu frustré, parce qu'on se dit... mince, c'est fini, quoi. C'est fini, c'est abouti, et on essaie de pas y revenir dessus. Et donc, on pense
au prochain. Transmettez-vous votre savoir-faire. Les premières expos que j'ai fait, c'est dans une galerie et on m'avait demandé de mettre un petit atelier, etc. Et il y avait des enfants qui venaient, il y avait des gens qui venaient, ils voulaient voir comment on faisait. J'avais des petits outils, etc. Et donc les gens étaient très curieux de vouloir le faire, de vouloir faire des objets aussi. Donc je pense que la transmission, elle se fait par peut-être vous, un jour, vous allez vous balader, vous dites, bah tiens, j'ai vu ces petits objets, pourquoi je ferais pas la même chose? Je veux dire, vous ferez pas du copiage. Vous ferez des objets qui vous ressemblent. Depuis vos débuts, avez-vous influencé des personnes? Je pense que oui, il y a des gens qui naturellement se sont dit, bah tiens, ils ont fait certainement des gens qui sont venus me voir spontanément avec des objets en me disant, bah tiens, avec ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et ils ont voulu qu'on le fasse ensemble. Donc oui, bien sûr. Avez-vous déjà eu des accidents durant la fabrication de vos œuvres? Ah, des accidents, rien de grave, hein. Rien de grave. Je me suis coupé, je me suis brûlé, j'ai appris à me protéger parce que sinon on utilise quand même des outils qui sont un peu dangereux, quoi. Comment se fait-il que votre KGB soit truffé de matériaux toujours? C'est parce que c'est tout ce que je rencontre. Et je peux vous dire que dans la nature, on voit pas que des arbres et de la terre, hein. C'est impressionnant tout ce qu'on peut trouver. Quelle est votre œuvre préférée? J'aimais beaucoup ce que j'appelais la famille Germain. Mais elle est partie à l'étranger. Elle a été achetée à l'étranger. C'était trois petits personnages que j'avais récupérés. En fait, l'ancien pont Germain qui était dans le sud. Je sais pas si vous connaissez le parc de la Rivière Bleue, Grand Sud, etc. Il y avait ce qu'on appelle le pont Germain. Alors, Germain, c'était la famille à l'époque qui faisait l'exploitation forestière. Je vous parle des années 1870. C'était la famille Germain. Et ils avaient fait un pont en chêne-gomme. Et le pont a été détruit. Et puis, j'ai retrouvé des vieux morceaux du pont. Et j'en ai fait trois petits personnages qui s'appelaient la famille Germain. Voilà. Et j'ai toujours eu beaucoup d'affection pour cette famille Germain. Ça me parlait. Laquelle de vos œuvres vous a donné le plus de mal à créer? Alors, ce qui me donne le plus de mal à travailler, c'est quand je fais de la soudure, parce que je suis pas un soudeur. Donc j'ai beaucoup de mal à faire des belles soudures. Donc souvent, je reviens sur les soudures, etc. Et celles qui m'ont donné, c'est plusieurs qui m'ont donné beaucoup de mal, c'est quand je ramasse des couvercles de vieux fûts. Donc je les récupère et souvent je fais des poissons avec des gros poissons. Et j'en ai fait 2-3 et c'est ces 2-3 où il y a beaucoup de soudure. Je travaille beaucoup la soudure qui m'ont donné beaucoup de mal à faire. Sur quelle création travaillez-vous en ce moment? Alors en ce moment, j'ai fini là un petit robot que j'avais récupéré au dépotoir, je crois. Il y avait quelqu'un qui avait jeté un jouet. C'était un petit chien et je l'avais ramassé. Je me suis dit là-dedans, il y a toujours ils jettent les gens, mais souvent ça marche encore. Effectivement, ça marchait encore. Et donc j'ai fait un petit robot. Le cadre du robot, c'est de vieux caméscopes. Vous connaissez les téléphones, on filme. À mon époque, on filmait avec des caméscopes, des vieux machins avec des cartes, des cassettes magnétiques, etc. Donc c'était des gros machins. Et donc ça, je récupère et voilà, je refais des cadres avec ça. Après toutes ces années de pratique, avez-vous toujours la même motivation? Oui. Ouais, je pense que je pense que on me mettra dans le trou avec mes outils, de la ferraille et des bouts de bois, puis dans l'au-delà, je continuerai à faire ça. Non, je m'amuse beaucoup. Est-ce que vos œuvres, vous les vendez ou on peut vous retrouver quelque part? Vous reverrez dans le petit livret que j'avais donné. Alors, au départ, il y a 10-15 ans, là, quand j'ai commencé, il est marqué ces œuvres n'ont pas de prix parce que je les donnais, en fait. Je les donnais, je demandais juste en retour qu'on m'envoie une photo où elle était. Donc voilà, je l'ai donné, etc. Après, petit à petit, les choses ont fait qu'il y a eu des expos, etc. Or, dans des expos, c'est pas possible de donner les choses parce que les gens qui vous accueillent, eux, ils doivent vivre du local, etc. Donc ils vous prennent un pourcentage de ce qui est vendu. Donc c'était ça. À partir de là, à partir du moment où il y a eu des expos, ça a été vendu. Après, c'est pas cher, hein. Moi, les gens qui m'exposent sont, entre guillemets, ils disent, on me demande toujours d'augmenter mes prix, parce que je vends pas cher. Un truc comme ça, moi, je le vends 15 000 balles. 15 000 francs. D'accord? Bon,
On me dit, mais non, mais ça, il faut le vendre 150 000, 200 000, machin, parce que c'est de l'art. Je dis non, c'est un bout de bois que j'ai ramassé dans la forêt. Ça m'a pris 2 heures, 3 heures. Ok, j'ai fait une histoire, etc. Mais non, mais ça, voilà. Donc petit à petit, oui, je suis obligé de fixer des prix parce que les gens qui m'accueillent, j'ai fait 2 fois aussi à Chibaou. À Chibaou, c'est pareil. Voilà, les gens qui viennent, je peux pas leur donner. Et puis je peux pas donner non plus par respect pour les autres artistes. Les autres artistes, ils en vivent aussi de ce qu'ils vendent. S'il y en a un qui donne tout, moi je donne, et puis les autres, ils sont obligés de vendre pour vivre, c'est pas bien. Donc je suis obligé de rentrer dans le système du commerce et de vendre. Ça vous a jamais donné envie d'écrire une histoire, un livre ou de témoigner? Alors, les histoires, elles sont là. J'ai fait des petits bouquins, là. Il y a des petits bouquins, vous l'aurez. Alors, oui, bien sûr qu'on m'a demandé de faire des publications, des choses comme ça. Après, ça prend beaucoup de temps, quoi. Moi, mon temps, le temps qui est précieux pour moi, c'est celui où je suis dans la forêt, dans mes randos et dans mon atelier. Après, mettre en page des histoires, etc., il y a plein de gens qui écrivent des histoires. Moi, je voulais savoir si vous vivez de votre art, du coup. Alors non, je suis retraité, en fait. Je pourrais pas vivre de mon art. Pas en vendant une sculpture 15 000 francs. Voilà. Donc c'est clair. Donc je suis retraité, donc j'ai une retraite, ça me permet de vivre. Puis voilà, si je vends 2-3 sculptures, je mange au restaurant. Non, j'ai la chance de pas devoir vivre de mon art. C'est compliqué pour les artistes, surtout depuis quelques années là. C'est très très compliqué. Très très peu qui vivent de leur art. C'est bon? Ben super, je vous remercie. Je vous applaudis parce que c'était intéressant. Alors bonjour, je m'appelle Vélencia Athanase et j'ai 19 ans. Cette année, je suis en première année de BTS études et réalisations d'agencement. Qu'est-ce que tu as retenu de l'expo d'aujourd'hui? Aujourd'hui, on était présent au CDI pour faire la rencontre d'un artiste par rapport à son exposition Greux. Donc j'ai beaucoup aimé l'intervention parce que ça permet d'aller à la rencontre de l'artiste, de lui poser des questions où on n'a pas forcément les informations sur Internet ou autre. Donc ça permet d'avoir un échange et c'est toujours intéressant. Tu peux me dire quelle est ton œuvre préférée que tu as vue dans l'expo aujourd'hui? Je dirais que c'est Lecci le Gecko parce qu'il est assez atypique. Bonjour, je m'appelle Thomas Duverger. Je suis actuellement en BTS ERA en première année. Qu'est-ce que tu as pensé de l'exposition d'aujourd'hui? C'est assez intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne pourrait pas s'attendre à les voir généralement. C'est beaucoup d'objets de récupération auxquels on a donné seconde vie, donc c'est intéressant. Quelle est ton œuvre préférée que tu as vue à l'exposition aujourd'hui? Actuellement, mon œuvre préférée, celle qui m'a tapé dans l'œil dès l'entrée dans la pièce, c'était la passoire spatio-temporelle. Oui, c'est ça, désolé. C'est assez intéressant parce que on voit que c'est plusieurs éléments qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, qui ont été soudés ensemble et ça donne quelque chose d'assez intéressant. De plus, la lumière qui change de couleur attire l'œil, donc voilà. Merci d'avoir regardé, c'était Nora pour SJG Radio et TV.